Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pendant ce deuxième tour d'horizon avec ceux de nos auditeurs qui ont accepté depuis le mois de mars de nous faire part de leurs observations sur la situation sanitaire, sociale, etc. dans leur pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous rejoignons Singapour, où nous ne rejoignons pas Michel Leonardi, qui avait été mon précédent interlocuteur, mais qui, ayant quitté Singapour depuis plusieurs semaines, a passé le relais à un autre auditeur du Nouvel Esprit Public, Maxime Kadjeli. Maxime Kadjeli, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que la vie a repris à Singapour? Et si oui, dans quelle mesure? Il y a beaucoup de choses qui ont graduellement reprises. Quand Michel avait participé à l'émission le mi-juillet, on était en phase de redémarrage de phase 2. Donc, phase 2, ça voulait dire que les restaurants rouvraient, essentiellement que beaucoup des échoppes, supermarchés, etc., qui avaient été fermés rouvraient également. Un certain nombre de lieux de culte ont été rouverts aussi en phase 2, courant juillet. Donc, les gens peuvent se rendre à la mosquée, à l'église, au temple, à condition de respecter les mesures de distanciation sociale et de limiter la présence à peu près 50 personnes. Un certain nombre de lieux culturels ont rouvert aussi. On peut retourner au cinéma depuis mi-juillet. Alors, c'est assez clairsemé dans les cinémas entre le fait que les mesures imposent qu'on ne puisse pas aller à plus de 5 personnes à la fois dans un même lieu. En fait, donc on est limité en gros à son cocon familial si on est à l'extérieur, et au fait qu'entre chacun de ces groupes, il doit y avoir 1,50 m de distance. Ça fait que beaucoup d'endroits ont été redistribués autour de ces règles, cinéma compris. Donc quand on va dans le cinéma, c'est assez saisissant parce qu'on se retrouve dans une salle qui a l'air pratiquement vide et qui ressemble, lorsque la séance est complète, à une sorte de damier d'échecs avec des places occupées et beaucoup de places vides pour que les gens aient de l'espace. Euh, les gens à Singapour mangent beaucoup dehors. La nourriture est très bon marché. On mange très bien pour quelques dollars, à condition de vouloir manger les plats locaux, donc qui sont excellents. Le chicken rice, le riz cuit avec un certain nombre d'épices et d'aromates, avec un poulet qui est bouilli ou rôti. C'est le plat courant, c'est ce que les gens mangent beaucoup à l'extérieur avec un petit peu de sauce piquante. Donc les gens ont repris beaucoup leurs habitudes de manger à l'extérieur. Donc ça, toute cette partie-là de la vie a repris avec les mêmes contraintes un peu de partout. Donc c'est parfois un petit peu difficile de trouver une table parce qu'une table sur deux seulement est accessible. Il vaut mieux réserver. Par exemple, avant, on allait assez fréquemment dans les restaurants le week-end de manière assez libre dans les quartiers un petit peu animés. On était sûr de pouvoir trouver une table. Et aujourd'hui, il faut un petit peu plus faire attention. Il vaut mieux réserver parce que la jauge de pas mal d'endroits est limitée. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont repris. Euh, on se rend compte que, notamment par rapport aux transports en commun, la vie n'est pas normale encore. Les transports en commun sont très peu chargés en semaine. Beaucoup d'entreprises n'ont pas repris en présentiel parce que les règles sont encore assez contraignantes, c'est-à-dire qu'elles obligent au port du masque toute la journée. On ne peut pas aller déjeuner entre collègues à midi. La jauge des salles de réunion est extrêmement limitée, donc beaucoup de gens ne voient pas tellement l'intérêt de faire entre une demi-heure et 1 heure de transport en commun par jour pour se retrouver dans un endroit où finalement les conditions de vie sont encore pires qu'à la maison. Donc, en fait, les transports en commun restent encore aujourd'hui assez peu utilisés. On a vu, nous, on habite dans un quartier où il y a beaucoup d'écoles. L'école, c'est très important pour les Singapouriens. Donc, être dans une bonne école primaire pour pouvoir aller dans un bon collège, puis un bon lycée, c'est très important. Donc, les parents font beaucoup d'efforts pour ça, même s'ils habitent à l'autre coin de Singapour. Si une meilleure école s'offre à leurs enfants, ils vont faire l'effort de les envoyer. Donc, comme en ce moment, il y a un petit peu
de peur par rapport au transport en commun, de complexité. On voit que le réseau des bus a été notoirement allégé. Beaucoup de gens emmènent leurs enfants en voiture, donc le matin, la circulation est beaucoup plus compliquée qu'avant le Covid, puisque tous ceux qui ont une voiture vont en profiter. Les gens travaillent de la maison, ils ont leur voiture, ils emmènent leurs enfants et puis ils rentrent chez eux. Donc le trafic entre 7h30 et 8h30 du matin est très dur. Et il y a beaucoup de choses qui paraissent normales. Le port du masque est absolument systématique. On voit personne sans masque dans la rue. Les gens sont relativement disciplinés. Par exemple, dans les restaurants, la règle est qu'on peut enlever son masque à partir du moment où on a reçu sa commande. Donc, on prend la commande avec son masque et puis on attend sagement la boisson ou que la nourriture arrive sur la table avant de l'enlever. Les restaurants les plus huppés en général fournissent une boisson gratuite d'entrée, comme ça permet à leurs clients de tomber le masque immédiatement. Donc tout ça c'est pas mal organisé. On a un enregistrement systématique dans tous les lieux publics dans lesquels on va, que ce soit la station-service à côté ou le supermarché, le cinéma, la poste, les endroits où on va acheter de la nourriture, les bars, les restaurants. Il y a partout une application de traçage qui est à utiliser en fait. Donc, il y a un contrôle qui est effectué à l'entrée des centres commerciaux, par exemple. Donc, il y a des personnes qui sont installées avec des tables près des portes d'entrée qui vérifient qu'on s'est dûment enregistré sur le site du gouvernement comme étant à cet endroit-là à ce moment précis. On se désinscrit en sortant du bâtiment ensuite. Il y a des prises de température automatiques ou simplement avec des thermomètres digitaux à l'entrée de la plupart de ces lieux. Donc, il y a un certain nombre de choses qui restent un peu plus compliquées à faire. Par exemple, les centres commerciaux avant communiquaient tous avec le métro, avec les supermarchés. On passait de l'un à l'autre très, très facilement sans rien voir. Quand il pleut, on peut rester à l'intérieur. Il y avait beaucoup de parkings avec des tas d'étages et souvent là les entrées ont été regroupées parce que c'est difficile de mettre des contrôles à toutes les portes. Donc ça a ralenti un petit peu l'accès des gens au commerce et c'est un passe-temps très singapourien d'aller dans les centres commerciaux le week-end et manifestement l'affluence n'est pas encore la même qu'avant la Covid-19. Alors, parallèlement à ces mesures dont vous venez de décrire les applications, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution de la situation sanitaire? Alors, elle évolue extrêmement favorablement. Donc, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé à Singapour, très brièvement, ce que Michel a raconté en détail dans le précédent BADA, il y a eu des cas à Singapour qui ont été des cas importés par des Chinois. Il y a eu pas mal de voyages autour du Nouvel An chinois qui ont fait que pas mal qu'il y a eu une montée des cas qui a amené jusqu'à la déclaration de ce qui a été appelé ici le circuit breaker, ce que tout le monde a appelé le confinement un petit peu partout au monde en avril. Et en fait, l'explosion des cas à Singapour a été liée aux travailleurs immigrés qui sont pour la plupart en dortoir. Et dans les 10 dortoirs, la contagion a été très rapide. Ils sont dans des chambres entre 6 et 30 personnes. Si j'ai bien compris la description, ce sont des immeubles dortoirs même. Oui, c'est des grandes cités. C'est des grandes cités dans lesquelles il y a. Ce sont des ensembles d'immeubles, quoi. On en voit très bien quand on est des cyclistes avides de découverte et donc on fait le tour de l'île qui n'est pas très grand. Le tour de l'île fait à peu près 120 km et il y a beaucoup de ces dortoirs qui sont dans les périphéries. On a vu que Singapour a organisé en fait des dortoirs temporaires aussi, c'est-à-dire qu'ils ont testé systématiquement tous les ouvriers dans les dortoirs. Donc, ils ont fait en relativement peu de temps 700 000 tests, je crois, à peu près, ce qui correspond à la population en dortoir à Singapour. Et ils n'ont commencé vraiment à libérer les dortoirs que lorsque un dortoir avait pendant 15 jours 0 cas positif. Donc, les travaux s'étaient complètement arrêtés pendant le circuit breaker, à part
quelques travaux, disons, dont l'importance était jugée critique, de la maintenance d'équipements critiques et de sécurité, des choses comme ça. Les ouvriers qui étaient assignés à ces tâches critiques étaient pour la plupart sortis, extraits des dortoirs dans lesquels ils étaient pour s'assurer qu'ils soient dans des conditions dans lesquelles il était peu probable qu'ils se retrouvent être contaminés. Et progressivement, en fait, l'État de Singapour a vraiment ratissé tous les dortoirs, a testé tous les travailleurs en dortoir, les uns après les autres. Encore aujourd'hui, les gens qui habitent en dortoir sont testés tous les 15 jours. Donc, le procédé continue. On avait des taux de contamination relativement élevés, hein. Il faut se souvenir, c'est un pays de 6 millions, donc pour recalibrer les cas par rapport à la France, on a jusqu'à 1500 ou 2000 cas par jour, donc, et qui étaient pratiquement tous dans les dortoirs. Et aujourd'hui, on est retombé à, disons, en dessous de 10 cas là, les 2 dernières semaines. Donc, après avoir fini de tester les malades dans les dortoirs, après avoir respecté les quarantaines dans les dortoirs, les cas sont redevenus à des niveaux très très faibles. Donc, beaucoup de travaux ont recommencé, notamment les constructions. Il y a pas mal d'immeubles en construction un peu de partout dans Singapour, hein. Une bonne partie de la richesse de Singapour vient de la bulle immobilière où on construit d'abord des maisons modernes à la place des vieilles maisons, puis des immeubles à la place des maisons modernes, et progressivement les choses sont détruites pour être remplacées. Donc il y a beaucoup de ces travaux-là qui ont repris. Il y a des travaux d'infrastructure qui étaient en cours et qui avaient été complètement arrêtés pour la construction de lignes de métro supplémentaires. Par exemple, il y a un plan assez important à Singapour jusqu'en 2030. Tout ça a repris. Donc il y a toute cette partie-là de la vie a repris. Ce qui reste un petit peu choquant quand on est européen, français, ici, c'est que les chiffres de contamination quotidiens sont rapportés par catégorie. C'est-à-dire qu'on nous rapporte les cas dits dans la communauté, c'est-à-dire on distingue les Singapouriens et les résidents permanents, donc les gens ayant acquis la citoyenneté singapourienne, souvent sur base de revenus. Les gens qui ont des permis de travail, disons, qui doivent être cadres, c'est-à-dire qui justifient d'un certain salaire pour avoir une certaine forme de permis de travail, et les cas dans les dortoirs sont rapportés à part. Donc il y a vraiment une idée il y a la communauté, et il y a cette communauté de travailleurs immigrés en dortoir qui est à côté de la communauté. Ça, c'est quelque chose qui reste, tous les jours, on a les résultats dans le WhatsApp du gouvernement, et ça reste quelque chose qui est un petit peu étrange. Est-ce qu'on sait si la mortalité a été forte, notamment chez les travailleurs Elle a immigrés installés dans ces cités? Alors, j'ai réécouté l'émission du 11 juillet, on était à 26 morts, on est à 27 aujourd'hui. Donc, il y a eu à Singapour un mort depuis le 1er juillet. D'accord. Et il y a eu, je crois qu'il n'y a eu qu'un mort dans un dortoir, qui était quelqu'un d'assez âgé. C'est pas forcément étonnant quand on regarde un petit peu les profils de mortalité, de surmortalité induits par le SARS-CoV-2. C'est peut-être pas étonnant, ce sont pour la plupart des hommes assez jeunes qui viennent ici travailler pour soutenir leur famille entre 20 et 40 ans et qui ensuite rentrent à la maison. Il y a vraiment c'était sans doute la population qui était le moins susceptible de souffrir de la maladie. Il n'y a pas eu vraiment d'épidémie à proprement parler dans la population générale. Il y a eu peu de gens hospitalisés au total, et très peu de gens en soins intensifs, et pas de mort virtuellement depuis maintenant pratiquement 3 mois. D'accord. Alors, pendant la période de confinement, vous avez dit, donc l'activité n'a pu être que ralentie par le fait que les ouvriers immigrés, qui sont l'auteur principal, les acteurs principaux de cette croissance, de cette activité économique, étaient mis en quarantaine le temps qu'on vérifie leur statut, leur situation sanitaire. Vous avez parlé de l'immobilier qui a ralenti et qui reprend. Il y a une activité de raffinerie aussi qui est importante. Elle reprend, elle ne reprend pas. Et d'une manière générale, peut-être pour ne pas nous encombrer trop avec les détails, mais est-ce que on peut dire que la vie a repris, on en a donné quelques exemples, est-ce qu'elle a repris aussi avec l'extérieur, puisque Singapour vit d'échanges? Alors, oui,
Singapour, c'est vraiment une plateforme tournante en Asie qui aujourd'hui est un aquarium, puisque tout est complètement fermé. Donc c'est peut-être intéressant Oui, de dire d'abord que on ne peut pas sortir de Singapour aujourd'hui, hein. On a du mal à y rentrer. Alors on peut sortir, mais c'est un aller sans retour si on n'est pas singapourien. Les Singapouriens qui reviennent, les Singapouriens qui souhaitent sortir de Singapour doivent demander l'autorisation. L'autorisation aujourd'hui est donnée essentiellement pour des raisons, disons, familiales impérieuses, par exemple des gens qui devraient assister à des obsèques ou qui doivent aller voir des gens très malades, des choses comme ça. Et pour les étrangers, la possibilité de sortir du pays est soumise à une autorisation de réentrée délivrée préalablement par les autorités singapouriennes. Donc ça fait à peu près on dirait entre 4 et 5 semaines qu'on voit un petit peu de dégel de ce point de vue-là, mais ça reste extrêmement, extrêmement, extrêmement limité. Singapour est en pourparlers avec pas mal d'États depuis maintenant presque 2 mois. Ça fait pratiquement 2 mois qu'on entend parler de ces bulles sanitaires, en fait, en disant ben, avec les pays qui auraient des taux de contamination faibles, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des procédures un peu accélérées, un test à l'arrivée et puis une quarantaine de 7 jours. Donc, ils sont pour parler avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Taïwan, qui sont des pays d'échange assez forts, et la Chine également depuis assez longtemps. Au total, ça reste extrêmement, extrêmement minoritaire. Alors, ça induit un problème à Singapour qui est un problème économique. Singapour vit beaucoup du tourisme court terme des gens de passage. Donc l'aéroport de Changi, qui est classé depuis 10 ans et qui a été confirmé cette année le plus bel aéroport du monde, et honnêtement c'est un très très bel aéroport, voit normalement 70 millions de passagers par an. Aujourd'hui, il envoie quelques centaines par semaine. Et beaucoup de ces passagers en escale, en fait, Singapour a vraiment facilité la possibilité aux passagers de sortir et puis d'aller se promener un petit peu à Singapour, d'aller au jardin botanique, de revenir. Les taxis sont bon marché. Il y a tout un système où on garde les bagages à l'aéroport. Les gens vont se promener, font tourner pas mal l'économie, font un petit peu de shopping parce que c'est très facile de faire du shopping ici. Éventuellement, vont même sans sortir de l'aéroport. L'année dernière, Singapour a ouvert Jewel, donc le joyau, qui est un centre commercial qui est attenant à l'aéroport et qui est vraiment un des centres commerciaux les plus luxueux que j'ai vu, avec des activités à l'intérieur, comme on peut aller on peut aller avec les enfants s'amuser dans des palais de glace. Il y a un petit peu d'escalade. Le bâtiment est très haut. Il y a des filets en haut dans lesquels on peut voir tout le bâtiment. Donc c'est un vrai parc d'attractions pour les touristes. Et toute cette activité de tourisme-là est complètement au point mort. Donc les hôtels souffrent énormément. Toute l'activité de Singapour qui était liée aussi aux conférences internationales, parce qu'avec un très très bel aéroport et beaucoup de destinations servies par Singapore Airlines, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de facilité. C'était vraiment un pôle local pour toutes les conférences internationales. Alors tout ça est complètement au point mort, puisque enfin, par ma profession, je participe à pas mal de forums, de conférences, de symposiums, de meetings, etc. Tout ça est annulé, et pour Singapour, c'est un gros manque à gagner. Pour Singapour, 250 businessmen qui arrivent et qui restent quelques jours à Singapour et qui utilisent les facilités de conférence ici, il y en a beaucoup, beaucoup toutes les années, et ça n'a pas repris du tout. De même que il y a un port de croisière qui était assez important. Ce port-là est complètement fermé. Les bateaux ont été utilisés temporairement pour abriter des travailleurs qui normalement étaient en dortoir et qui devaient être sortis des dortoirs, soit qu'ils étaient confirmés négatifs, soit qu'ils étaient confirmés positifs, mais ça remplace pas du tout la manne touristique qui était apportée par ce tourisme, quoi. et compte tenu des nouvelles plutôt bonnes que vous avez données sur le petit nombre de gens contaminés, sur le tout petit nombre de morts, d'abord on est un peu étonné de cette sévérité, puis ensuite on se demande si les autorités annoncent une fin à ces mesures d'enfermement de l'île sur elle-même. Alors, je pense que tout le monde se pose la question. Il y a eu beaucoup de discussions la semaine dernière au Parlement. Il y a eu une session de 3 jours sur un petit peu le futur économique de Singapour. On pensait qu'ils allaient beaucoup discuter des moments dans lesquels on allait passer dans la prochaine phase. Je crois que finalement,
je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont trouvé un équilibre d'un point de vue vie qui est acceptable. Je veux dire, on s'est fait au masque, on s'est fait au fait de s'enregistrer à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment. Je crois que la grosse question qui se pose, c'est à quel moment est-ce qu'ils peuvent rouvrir les frontières, et on sent une très très grande frilosité euh, au fait de s'exposer à des gens qui auraient voyagé dans d'autres pays, quoi. Et en Asie-Pacifique, on sent la même frilosité chez d'autres, hein. Les Australiens et Néo-Zélandais ont clairement dit qu'il n'y aurait pas vraiment de tourisme ou de voyage facile vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande avant l'année prochaine, avant 2021. Donc on sent que Singapour, pour l'instant, de ce point de vue-là, n'est pas prêt à desserrer la vis. On parle d'un assouplissement des mesures, il parle d'un assouplissement des mesures en phase 3, dans laquelle essentiellement ils augmenteraient un petit peu la jauge de ce qui est permis. Aujourd'hui, typiquement, deux familles ne peuvent pas sortir ensemble. On peut sortir, deux couples peuvent sortir, puisque on peut aller par groupe de 5 dans les restaurants, mais deux familles qui auraient un enfant, chacun ne peuvent pas se retrouver au restaurant. Elles sont obligées d'aller dans une maison d'une des familles ou de l'autre. Donc on parle d'un relâchement autour de ça, où ils autoriseraient des groupes un peu plus importants dans les restaurants, etc., transitoirement. Mais clairement, la question de Singapour aujourd'hui, elle est celle de la réouverture des frontières. Et ça, c'est très très clair qu'ils ne sont pas prêts, vu les efforts qu'ils ont consentis pour arriver à courber la contamination, disons, à infléchir les contaminations, et à tester tous les travailleurs, et à investir beaucoup d'argent dans ce contrôle, avec de grands risques économiques qui ont été pris, et on ne les sent pas prêts du tout à prendre le risque d'accepter à nouveau des voyageurs étrangers. Peut-être pour Maxime Kadjeli, peut-être pour mettre une petite touche personnelle en terminant notre conversation, vous-même dans votre activité, vous êtes très contraint. D'abord, je ne vous ai pas demandé de préciser à nos auditeurs quelle était votre activité, mais dans cette activité, vous êtes très contraint, vous êtes inquiet, vous pensez que vos ressources risquent d'en être fortement affectées, ou quelle est votre situation? Moi aujourd'hui, je suis un peu en transit, donc j'ai quitté ma précédente entreprise dans laquelle j'ai passé 23 ans par choix personnel, pour pouvoir aller m'orienter vers des activités que je pense être plus durables et qui correspondent plus à mes valeurs aujourd'hui. Donc je suis un petit peu immunisé de ça. Après, en tant que famille, aujourd'hui ici, euh, je crois que ce qui est un petit peu plus compliqué pour beaucoup de familles, une grosse question de beaucoup d'expatriés, et finalement leur avenir à moyen et long terme. J'ai été expatrié beaucoup pendant ma carrière. J'ai passé presque 15 ans en dehors de la France, mais j'ai jamais ressenti autant le fait d'être vraiment coupé et dans la possibilité de revenir s'il se passe quelque chose dans la famille, ou si cette impossibilité-là, elle est vraiment très très forte depuis qu'on est ici. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés qui pensent quitter le pays et ne pas y revenir. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui et qui clairement étaient ici pour quelques années. Euh, pour les expatriés, la possibilité d'être à Singapour, c'est aussi la possibilité de découvrir l'Asie. Aujourd'hui, c'est une possibilité qui n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de revenir à proprement parler si on veut aller rendre visite à la famille à Noël. Le retour imposerait, pour l'instant, avec les contraintes actuelles, de passer 15 jours en confinement dans un hôtel quelque part. En famille, ça peut être un vrai challenge. Dans le domaine d'activité dans lequel je travaille, la pétrochimie, le pétrole a beaucoup souffert, hein. Tout le monde a vu ces courbes du pétrole qui se sont écroulées. Ça, c'est un gros impact sur Singapour, parce que c'est aussi un gros manque à gagner pour Singapour. Le fait que les avions ne volent pas, le fait que les voitures ne roulent pas, ou on roule beaucoup moins, ça a eu un très très gros impact, et ça a beaucoup désoptimisé les raffineries. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose où effectivement, pour tous les gens qui gravitent disons, dans ma sphère professionnelle de la pétrochimie, qui est un vrai questionnement sur le futur. Et Singapour est en train de développer ses plans pour le futur, mais on sent que il y a la volonté, disons, après le Covid, je crois que
après la Covid, tout le monde a l'idée de construire une société ou au moins un mode de fonctionnement économique qui soit un petit peu différent. Je crois que ça a soulevé beaucoup de questionnements un petit peu de partout. Et dans le cas de Singapour, je ne suis pas sûr que donc la dépendance, par exemple, à ce genre d'industrie soit ce qu'ils souhaitent pour le futur. Ils veulent une transition vers une cité verte, vers une cité qui accueille bien plus d'entreprises de haute technologie. On avait parlé un petit peu ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, Singapour doit un petit peu se réinventer et on sent que cette réinvention, après la Covid-19 et les impacts économiques immédiats, je crois que ça accélère beaucoup de choses. Aujourd'hui, Singapour se pose la question de comment rester une puissance qui compte en Asie. Le produit intérieur brut de Singapour, il y a 20 ans, les mettait dans les dragons asiatiques et aujourd'hui, ils sont clairement petits par rapport à la puissance de la Chine. Ils servent un petit peu d'entremetteurs. Ils ont servi pendant longtemps d'entremetteurs en Asie pour beaucoup de sociétés qui cherchaient à s'y implanter. C'était beaucoup plus facile d'avoir une force de vente avec des expatriés expérimentés qui viennent s'installer à Singapour parce que c'est facile de vivre à Singapour. Les gens parlent anglais, beaucoup de produits sont disponibles, c'est extrêmement sûr. Donc c'était facile de s'installer à Singapour et ensuite de rayonner en Asie et distribuer les produits. Il est clair que le centre de gravité du commerce mondial, il se déplace vers la Chine, avec parfois des solutions un petit peu uniques à la Chine qui sont développées. Et par rapport à ça, Singapour se pose beaucoup de questions. Donc je crois qu'ils essayent, aujourd'hui, ils ont dépensé énormément, ils ont des fonds souverains qui sont très importants, de l'ordre du 2000 milliards de dollars. Ils ont dépensé 100 milliards de ces fonds souverains pour soutenir l'économie temporairement à Singapour. Le produit intérieur brut a quand même chuté de 45% au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Donc, c'est pas négligeable. L'économie a été divisée pratiquement par deux. Donc, ils ont eu un plan de sauvegarde immédiate. Et puis aujourd'hui, ils veulent investir les capitaux dans ce qui va marcher demain et ce qui peut être à forte valeur ajoutée parce qu'ils ont bien conscience que aussi leurs coûts sont relativement élevés. Les coûts salariaux à Singapour, les coûts de la vie sont relativement élevés par rapport à leurs voisins asiatiques. Il suffit de traverser la rivière ici, ce qui était fait auparavant par des centaines de milliers de gens tous les jours, et d'aller en Malaisie où les salaires vont être 4 à 5 fois moindres. Donc, ils ont clairement la volonté d'investir dans des produits à haute valeur ajoutée. Donc, ils essaient aujourd'hui de réinventer ce tissu économique autour des biotechnologies, autour de ce qu'on appelle la fintech, donc tout ce qui est de la technologie autour de la finance, pour essayer de garder une position relativement importante et d'influence en Asie. Compte tenu de ce que Singapour a été capable de faire par le passé, cette contrainte dont vous parlez, ou tout d'un coup cette idée qu'il va falloir changer de modèle économique, ou en tout cas le modifier considérablement, ce sera extrêmement intéressant de savoir si Singapour y parvient. On en sait les difficultés. Nous, on en mesure les difficultés en tenant aussi le même discours sur les effets, sur ce que nous a appris la pandémie et sur ce que nous devrions faire pour trouver un mode de croissance qui soit différent. Singapour est totalement différent, l'organisation sociale et politique est totalement différente de l'organisation européenne et plus encore de l'organisation française avec la centralisation étatique, la bureaucratie, etc. Ce sera donc très intéressant de suivre ce qu'il en est. En tout cas, Maxime Cangeli, merci d'avoir pris le relais d'abord de Michel Leonardi, que nous saluons, qui va sûrement vous écouter. Plaisir. Et d'avoir illustré à votre manière cet esprit de camaraderie entre les auditeurs du Nouvel Esprit Public que je me plais chaque fois à souligner parce que c'est extrêmement agréable pour nous qui avons décidé de ne pas abandonner et de tenir ce podcast. Maxime Cangeli, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup.